Bonjour, moi je m'appelle Mitsu, ça fait maintenant bientôt 14 ans que j'habite au Japon, je suis youtubeur depuis 3 ans, je parle donc du Japon, de mon métier, etc. Et bienvenue à Japan Expo. Give me the strength and let it to flood to the surface, 'cause I can bear the pressure of feeling. Ouais, bien sûr. L'année dernière, j'étais vraiment venu un petit peu... enfin, ma venue en 2023 s'est décidée vraiment à la dernière minute. Donc moi, j'étais très content dans tous les cas qu'on m'invite, c'est vraiment un plaisir. J'ai pu faire quelques dédicaces, j'ai pu participer à quelques animations, etc. Et pour cette année, donc, j'ai pu recroiser Jeff et Thomas à Tokyo, et ils m'ont proposé cette année de faire beaucoup plus de choses, comme ça s'est bien passé l'année dernière. Donc j'ai eu l'occasion de faire plus de dédicaces, j'ai eu l'occasion de pouvoir animer les Japan Expo Game Show, donc ça c'est vraiment très très cool, c'est pour ça que ma voix est toute cassée. Et j'ai pu aussi effectivement faire donc une petite conférence sur l'effet papillon. À savoir que c'était pas ma première fois, c'est une conférence que j'avais déjà fait en début d'année sur une autre convention. Et l'effet papillon, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte qu'une manière que j'avais de me démarquer des autres personnes qui parlaient du Japon, parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui parlaient du Japon, qui avaient déjà beaucoup de notoriété, qui étaient déjà très très présents sur cette scène-là, je me suis rendu compte que c'était un petit peu la vie que j'ai eue, qui n'est pas la vie de tout le monde. C'est vrai que j'ai eu la chance, on va dire, de vivre des expériences assez comment on pourrait dire, rigolote, que tout le monde n'a pas vécu. Et donc j'ai voulu vraiment utiliser cette vie et ces expériences que j'ai eues pour pouvoir parler du Japon. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, en faisant un petit peu le scénario de ma vie dans ma tête, je me suis dit c'est fou à quel point toutes ces choses que j'ai vécues, elles ne se seraient pas produites si j'avais pas, à un moment de ma vie, fait un tout petit choix qui a été d'aller travailler. C'est fou, c'est-à-dire que, pour faire très très simple, je pars travailler à Paris juste avant de déménager au Japon. J'ai besoin d'un travail, je me dis mince, qu'est-ce que je peux faire comme travail? Là, je découvre le journal OVNI, qui est un journal à destination des Japonais sur Paris, et à la fin, en fait, il y a des petites annonces de travail. Et je vois qu'il y a l'aéroport Charles de Gaulle qui cherche un Japonais qui parle français. Je me dis bon, je vais tenter, j'appelle, est-ce que un Français qui parle japonais, ça vous va? Ils me disent bah vas-y, entretien d'embauche, le lendemain entretien, le surlendemain, je commence à travailler. Donc je me mets à travailler à l'aéroport Charles de Gaulle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, je travaille pendant quelques mois. Et un jour, c'était mon jour de congé, on m'appelle à 5h du matin, on me dit « L'autre personne qui parle japonais n'est pas là, est-ce que tu peux venir le remplacer ?» Et moi, ce jour-là, je décide, parce que j'avais rien à faire, d'aller travailler quand même, alors que c'était un jour de congé. Et ce jour-là, je rencontre 2 personnes, qui au final sont 2 personnes que je vais revoir à Tokyo par la suite, qui vont me présenter des gens, qui vont me présenter des gens, qui vont me présenter des gens. Et ce cheminement total va m'amener en fait à faire un petit peu tout ce que j'ai pu faire au Japon, c'est-à-dire dans le milieu de la musique, dans le milieu des médias. Toutes les expériences que je raconte sur ma chaîne, elles ont débuté parce qu'un matin, j'ai décidé d'aller travailler alors que j'étais en congé. Et cette histoire-là, je la trouvais tellement rigolote et elle est tellement un petit peu... le message est tellement fort que je me dis ça, j'ai vraiment envie de le communiquer aux gens. Et donc j'en ai fait en fait une conférence. J'explique un petit peu à quel point, parfois, des tout petits choix qu'on va faire dans la vie, le simple fait de bouger, de tenter des choses, ça peut nous amener en fait sur un chemin qu'on n'imaginait même pas. C'est ce qui s'est passé pour moi et j'espère que ça pourrait arriver à d'autres personnes. Voilà. Ouais, j'ai découvert l'arc-en-ciel en premier, ouais. Et j'ai rencontré Raïd plusieurs fois. Ouais. Il faut savoir que moi, j'ai été élevé par ma maman et j'ai été élevé par une maman qui aimait énormément le rock. Donc moi, j'ai grandi en écoutant du Nirvana, du Sex Pistols, comme on peut voir avec mon colis. Donc j'ai toujours été un petit peu dans le rock et j'ai commencé la guitare quand j'avais 8-9 ans à peu près. Vraiment, j'étais passionné de musique. Et un jour, on va dans un magasin avec ma maman et je découvre la musique japonaise. Je découvre un CD, c'était le premier album de l'Arc-en-Ciel que je ne connaissais absolument pas à ce moment-là. Et donc j'écoute ça et là, je découvre vraiment comment on pourrait dire, la musique japonaise. On ne considère pas vraiment l'Arc-en-Ciel comme du visual kei, même si certains le considèrent tout comme, mais on va dire le J-rock en tout cas. Et je découvre surtout une musicalité que j'ai jamais entendue ailleurs. C'est-à-dire que nous, on a, en Occident, on écoute beaucoup de musique anglaise, américaine. En France aussi, on avait des super groupes de rock. Mais c'est vrai que les Japonais, ils ont quelque chose dans leur musique qui est vraiment, qui leur appartient, qui est vraiment qu'à eux. Et cette sonorité, elle m'a tout de suite plu. Et surtout la langue, en fait. Je me dis, waouh, le japonais, j'avais jamais entendu du japonais chanter comme ça, c'est incroyable. Et c'est ça en fait qui a vraiment créé le déclic chez moi. Je me suis dit, je viens de commencer la guitare, j'aime bien chanter, je vais essayer de faire des musiques en japonais, chanter en japonais. Et c'est ça qui m'a donné le déclic pour apprendre le japonais, c'est ça qui m'a donné le déclic pour derrière avoir un groupe où je chantais en japonais. Et vraiment, c'est ça qui m'a conduit à 19 ans à partir pour faire de la musique au Japon. Ouais. Incroyable. Forcément, j'aime beaucoup. C'est un peu une légende aussi au Japon. Hein, donc, dès qu'on traîne un petit peu, on va dire, dans le milieu du J-rock, etc., ce que moi je fais depuis bientôt 14 ans maintenant à Tokyo, c'est vrai que forcément, oui, c'est une légende. Tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une seule fois, très rapidement, pendant
petite soirée, on va dire, avec des musiciens, tout ça. On n'a pas beaucoup discuté, hein, mais voilà, un petit peu tremblant. Mais non, forcément, ouais, non, c'est une légende et c'est incroyable de l'avoir ici. J'étais juste limite déçu qu'il soit pas là l'année dernière, comme l'année dernière, il y avait justement, voilà, forcément, je veux dire, pour City Hunter, tout ça, ça aurait été bien que ça matche. Mais bon, c'est très cool de l'avoir cette année dans tous les cas. Alors, wow, trop de choses. Alors, le drama, il y a le drama sur Netflix, je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler, ça c'est très rigolo parce que récemment, il y a une série japonaise qui s'appelle Shinobi no Ie, donc en français c'est La Maison des Ninjas, je pense. Et vraiment, il faut comprendre le contexte. Moi, dans mon travail au Japon, je travaille dans les médias, donc je fais beaucoup d'émissions de télé, je suis du coup chroniqueur sur des émissions, je fais aussi des publicités, j'apparais parfois dans des séries, dans des films, tout ça. Et là, vraiment, c'est juste le directeur du film qui me connaissait. Il appelle mon agence et dit, il y a une scène, on est l'équipe de Français, on a besoin de quelqu'un, est-ce que Mitsou est libre? Moi je dis bah ouais, mais moi vraiment, on me dit juste c'est une série Netflix, je sais pas ce que c'est. Et je débarque du coup sur ce tournage, mais vraiment les mains dans les poches, on me dit ok, t'as juste une petite scène, t'arrives là-bas, tu parles avec le gars qui fait du saké et tout ça. Alors l'acteur principal, c'est un acteur extrêmement connu au Japon. Moi, je suis très content dans tous les cas d'être sur ce tournage, mais à ce moment-là, il faut comprendre que pour moi, c'était un mardi après-midi, et j'ai pas du tout conscience de l'impact que va avoir la série 1 an et demi après. Je l'avais même totalement oublié. Et un jour, je me réveille et je vois des centaines de messages de gens qui disent « Mitsou, on t'a vu sur Netflix !» J'étais en mode « Quoi ? Comment ça, vous m'avez vu sur Netflix ?» J'ai rien fait sur Netflix, moi. Et là, je me souviens de ce tournage 1 an et demi juste avant, où effectivement, j'avais fait cette petite scène qui dure 20 secondes. Hein. Et tous les messages que j'ai reçus pour 20 secondes sur Netflix, c'était incroyable. Donc voilà, il y a eu ça récemment. Et sinon, les reconstitutions historiques, effectivement, j'ai joué du coup le Dernier Samouraï. Parce qu'il faut savoir que Jules Brunet, c'était un Français, c'était pas un Américain comme dans le film de Tom Cruise. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir tourner ça. Et pareil, c'est un directeur avec qui j'ai beaucoup travaillé au Japon, qui fait beaucoup de reconstitutions historiques, tout ça. Il y a beaucoup d'émissions comme ça en fait à la télévision japonaise. Et donc souvent on m'appelle effectivement pour jouer un peu la comédie. J'ai souvent un personnage soit français, soit un personnage européen. Mais voilà, c'est des choses que je fais assez souvent. Alors, clairement, avant de rencontrer TV Louis, jamais de ma vie j'aurais pensé un jour devenir youtubeur. C'était vraiment pas ni quelque chose que j'avais envie de faire, ni quelque chose en quoi je croyais. Mais après, c'est assez symptomatique de ma vie. Hein. C'est toutes les choses que j'ai fait, c'est pas spécialement des choses au final que je pensais faire un jour. C'est des choses qui me sont un petit peu tombées dessus. J'aime dire que je suis un petit peu un yes man. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'avoir des opportunités. Et j'ai toujours dit oui sans savoir où ça allait m'amener. Et au final, ça m'a amené à faire des choses. Donc c'est un peu un message aussi que j'essaie de transmettre via ma chaîne. Mais donc en gros, pour faire simple, pareil, un petit peu effet papillon, à la base, pour faire très simple, hein, c'est ce que je disais en conférence, j'ai essayé de raccourcir un maximum. Mais qu'est-ce qui m'a amené à faire du YouTube aujourd'hui? C'est tout simplement que moi, à la base, je suis parti faire de la musique au Japon. J'ai eu des petites formations, etc. Très rapidement, j'ai eu une formation avec un ami que vous voyez peut-être dans les vidéos de Louis San, c'est celui avec les cheveux longs, qui s'appelle Nekti, qui est le mari de ma sœur maintenant. Enfin, voilà, à savoir d'ailleurs que je veux dire quelque chose à la caméra. Les potes de Louis dans ses vidéos, c'est mes potes. Non, il m'a demandé, tu peux me présenter des Japonais pendant mes vidéos? Moi, je lui ai présenté mes potes à moi, et maintenant tout le monde pense que c'est les potes à Louis. C'est mes potes à la base. Moi, je les connais depuis 10 ans. C'est moi qui lui ai présenté. Enfin voilà. Bon, tout le monde est pote hein, aujourd'hui, hein, mais c'est assez rigolo des fois quand ils apparaissent sur ma chaîne à moi, ils font « Ah tiens, t'es pote avec les potes de Louis ». Mais enfin bon. Tout ça pour dire que Neki, du coup, celui avec les cheveux longs, on a eu une formation musicale ensemble. Et rapidement, on s'est dit « Ouais, il faut qu'on fasse des clips ». On avait des très bonnes musiques, on s'est dit « Il faut faire un clip », sauf que les clips, ça coûte des pépettes. On n'avait pas suffisamment de pépettes. Et comme moi, à la base, j'aimais bien tout ce qui était vidéoludique, j'ai toujours adoré le cinéma, tout ça. Je me dis « Tu sais quoi? On va le faire nous-mêmes ». J'avais un iPhone, j'ai juste acheté un stabilisateur, un DJI. J'ai mis mon iPhone dessus, j'ai dit vas-y, on va tourner un truc. Donc, j'ai fait des petits plans, des machins et tout, mais vraiment j'ai débuté. Hein. Et du coup, on a tourné un clip en entier à l'iPhone. Et j'ai téléchargé Final Cut, j'ai acheté ça direct comme ça, et je me suis formé tout seul dessus. Et on a commencé à faire des petits clips et tout. Moi, je me suis pris de passion pour ça. Quand j'ai eu un petit peu d'argent de côté, je me suis acheté une vraie caméra, je me suis acheté un GH5, je me suis acheté tout le matériel, tout ça. Et j'ai commencé à faire des petites prods pour d'autres amis qui aimaient bien ce que je faisais. J'ai même des amis qui avaient comment on appelle ça? Des marques de vêtements qu'ils avaient créées, ils disaient ouais tu pourrais pas faire la pub et tout, avec plaisir. Mais vraiment petit à petit en fait un truc qui était à la base juste une passion et j'ai commencé pour faire des clips parce que j'avais pas de thunes, c'est devenu un petit peu un hobby que je faisais à droite à gauche. Et on se retrouve pendant le Covid. Pendant le Covid j'ai plus de taf parce que forcément il n'y a plus aucun tournage etc pour des mesures sanitaires. Donc j'ai énormément de temps. Donc moi sur ma petite chaîne YouTube musicale je commence à faire des covers à droite à gauche tout ça. Et un jour il y a Louis qui met un message sur Twitter. Moi je le connais pas Louis à ce moment-là. Et il dit, je cherche un photographe, parce que mon photographe français, je ne peux pas l'amener au Japon, le Japon est fermé. Est-ce qu'il y a un photographe français sur Tokyo qui pourrait faire des photos pour moi, pour une OP, blabla, quoi.
Et moi, entre-temps, j'avais acheté une caméra pour faire mes clips. Et c'est une caméra qui prend aussi des photos, le GH5. Donc moi, je faisais des petites photos, mais juste parce que j'avais un appareil qui prenait des photos et j'avais commencé à en prendre. Donc c'était pas mon métier. Je suis pas photographe. Mais j'ai un appareil qui prend des photos. Et donc quand je vois son tweet, je me sens pas concerné parce que je me dis, il cherche quelqu'un de pro dont c'est le métier, donc voilà. Donc moi, j'ai même pas d'entreprise que dalle à ce moment-là. Hein. Donc je suis en mode, ça c'est pas pour moi. Sauf que quelqu'un m'a retagué dessus par la suite et je me suis dit, tu sais quoi, ça coûte rien que j'envoie mes photos. Et au final, il m'a quand même recontacté. Il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais, vas-y, on se voit dans une semaine, on prend des photos ensemble. Incroyable pour moi. Je me dis, putain, j'ai rencontré Louis San, je suis même pas photographe, c'est quoi ce délire? Et au final, je le rencontre, on passe une journée ensemble, on fait des photos. Et j'ai l'occasion de lui parler de ma vie, parce que je pense que vous le comprenez, je blablate beaucoup. Et en lui racontant ma vie, du coup, on termine cette journée-là, et puis il me dit, mais mec, en fait, tu parles japonais couramment, tu connais plein de gens au Japon, tu sais faire des vidéos, tu sais monter des vidéos. Hors de question qu'on travaille pas ensemble, en fait. J'ai besoin de quelqu'un comme toi à Tokyo quand j'y vais, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des vidéos pour lui. Il m'a présenté Tev, j'ai fait des vidéos pour Tev. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais mec, t'as le matos, tu sais parler à la caméra parce que tu le fais à la télé, t'as des histoires à raconter, pourquoi t'as pas une chaîne YouTube? T'es con, quoi, tu vois, mais vraiment. Ils m'ont dit, mais mec, s'il y a bien quelqu'un qui mérite d'avoir une chaîne YouTube, c'est toi. Et moi, j'y croyais pas, parce que moi, c'était ma vie, j'étais tête dans le guidon, j'avais vécu des trucs, certes, mais pour moi, c'était des petites anecdotes que je racontais entre potes, quoi. Il m'a dit, tes anecdotes, essaye de les raconter sur YouTube et tu verras, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, c'est vraiment en suivant leurs conseils à eux que, au final, j'ai fait cette chaîne YouTube début 2021. J'ai commencé à raconter un peu mes trucs et au final, ça a pris assez rapidement et c'est devenu aujourd'hui une part entière de mon métier, quoi. Ah, mais moi, j'y suis allé pas sur un coup de tête, parce que depuis petit, je savais que j'allais partir au Japon un jour. Mais par contre, je suis vraiment parti sans aucun... Enfin, j'étais jeune, et du coup, t'as l'insouciance quand t'es jeune. Tu t'en fous, tu tentes des trucs, tu vois. Et moi, à la toute base, ce que j'avais prévu de faire, c'est que j'avais un groupe en France dans lequel je chantais en japonais. Et mon but, moi, c'était de faire carrière au Japon. Donc moi, je voulais prendre mon groupe et le ramener là-bas et puis faire carrière là-bas. Voilà, les lubies, hein, tu veux devenir une rockstar quand t'es jeune, tu vois. Donc je voulais vraiment faire ça. Et au final, les autres membres du groupe, un peu avant que... Moi, je savais que je partais en 2011, j'avais décidé ça. Et au final, ils avaient la fac, ils avaient la copine, ils avaient 1 milliard de raisons de ne pas partir, malgré le fait qu'ils adoraient le Japon, mais ils étaient en mode ouais, de toute façon, on n'y arrivera pas, ils étaient assez défaitistes. Donc au final, on a abandonné le groupe. Et je me retrouve tout seul et je dis qu'est-ce que je fais? Et comme moi j'avais décidé de partir, j'ai dit c'est quoi, je prends ma guitare, je prends ma petite valise et je pars quand même. J'ai pris un visa d'1 an. Je savais pas du tout ce que ça allait donner, mais pour moi c'était un challenge. Je me disais j'ai 1 an, on verra. Si au bout d'1 an, le Japon ça me plaît pas, j'arrive à rien, tant pis, je rentre en France et puis je reprends mes études, j'ai rien. Mais je voulais tenter quand même. Et du coup, à 19 ans, je suis vraiment parti un peu sur un coup de tête, quoi. Alors, j'ai choisi un très bon jour, hein, je suis parti le jour du tremblement de terre. En fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, j'étais à Toulouse. J'étais dans la Midi-Pyrénées. Donc, en gros, mon vol, c'était Toulouse-Paris, Paris-Tokyo. Je prends mon vol Toulouse-Paris, j'arrive à Paris et on me dit ça a tremblé du côté du Japon. Bon, les tremblements de terre, il y en a souvent, tu vois. Sauf qu'on commence à voir un petit peu les images et on commence à voir que c'est assez chaud. Et du coup, moi, je me retrouve bloqué à Paris. En mode merde, qu'est-ce qui se passe? Et tous les Japonais qui prenaient le même vol que moi, tout le monde était dépité en mode merde, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à contacter les proches et tout. Donc vraiment, tout le monde était dans un sale état, quoi. Et donc ça a retardé énormément le vol. Donc nous, on attendait, on savait même pas si le vol allait décoller. Moi, j'ai ma mère qui m'appelle, qui dit c'est pas le moment de partir, t'as vu ce qui se passe au Japon, rentre à la maison, tu partiras une autre fois, quoi. Sauf que moi, de 1 déjà, j'étais une tête brûlée. De 2, ça faisait trop longtemps que je préparais ce voyage. Et de 3, à voir tous les gens qui étaient inquiets autour de moi, je me disais qui je serais si je partais maintenant, que je me défilais, quoi, en fait. Je sais pas, j'avais ce truc où je me disais, il faut que je parte, il faut que je tente. Si je peux faire quelque chose là-bas, même pour aider, je le ferai, tu vois. Mais du coup, j'ai fait la pire chose à faire, c'est-à-dire que j'ai raccroché au nez de ma mère parce qu'elle, c'était tu rentres tout de suite. Il n'y avait pas de discussion possible, c'est tu rentres tout de suite à la maison et tu partiras plus tard. Et moi, j'étais en mode non, il faut que je parte. Donc j'ai raccroché à ma mère, je dis je t'appelle quand j'arrive à Tokyo. Au final, l'avion est parti, c'était le dernier vol qui partait pour le Japon, après ça a été bloqué. Et du coup, je suis arrivé, je sais plus à quelle heure je suis arrivé. Mais je suis arrivé, je sais plus le 11 ou le 12, mais vraiment ça se chevauchait, quoi. Mais vraiment, je suis arrivé au pire moment, c'était le chaos total. Quand je suis arrivé, je me rappelle, il n'y avait pas de train, pas de bus, pas de taxi, que dalle, donc j'étais bloqué dans l'aéroport de Narita. Et quand les trains ont commencé à bouger, j'ai enfin pu aller à Tokyo, et c'est là que mon aventure a commencé, quoi. Et au final, aujourd'hui, tu vois, ce qu'il y a de fou aussi, c'est que ce truc que j'ai vécu à ce moment-là et ce choix que j'ai fait, pareil, ça fait... L'effet papillon, c'est vraiment des tout petits choix dans la vie qu'on fait à plein de moments, hein, mais ce moment-là aussi, ce moment de doute que j'ai eu en mode je pars pas, au final, je me rends compte aujourd'hui, via les rencontres que j'ai pu faire, parce que je suis parti ce jour-là aussi, j'aurais jamais vécu la vie que j'ai vécue, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait si j'étais pas parti ce jour-là non plus, en fait. Et donc au final, j'ai bien fait de partir ce jour-là, même si ça m'a causé énormément de problèmes, énormément de galères. J'ai vécu des trucs que je ne souhaite à personne par la suite, parce que c'était compliqué. Mais ça m'a forgé, ça m'a fortifié, et ça m'a permis d'avoir des expériences assez ouf par la suite. Donc je suis très content d'être parti le 11 mars.
J'ai été surpris. J'ai franchement été surpris. Après, quand tu compares le Japon d'aujourd'hui et le Japon de 2011, ça a encore beaucoup évolué. 2011, on était sur la fin, mais ça existait encore. Ouais. Ce qui fait que j'avais pas l'image de, comme tu parlais des Fruits par exemple, les fameux. Enfin, tout le monde les a eu à l'époque. Hein, je veux dire, ceux qui ont grandi avec le Japon dans les années 2000, on avait tous les bouquins avec les gens de Harajuku, fringués de toutes les couleurs et tout. Voilà, ça nous faisait rêver, tu vois. Donc forcément, quand je suis arrivé à Harajuku pour la première fois et que j'ai vu que c'était plus autant, il y en avait. Mais c'était déjà de base, c'est de niche. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est quand même une culture qui est extrêmement de niche. Et là, ça l'était encore plus. On était un petit peu sur la fin de ce truc-là. Et donc forcément, ça m'a un peu surpris. Mais moi, j'étais tellement dans l'euphorie d'être à Tokyo, l'euphorie d'être au Japon, que non, j'étais quand même dans un kiff. Et effectivement, ça m'a surpris. Ce qui m'a le plus surpris, par contre, c'est pas ça. C'est pas la culture Harajuku ou quoi. C'est la musique. Parce que moi, j'ai grandi avec la J-Rock, avec le visual kei aussi, qui est un mouvement qui a énormément bercé mon enfance et qui m'a... moi, le groupe que j'avais en France, c'était un groupe qui était clairement d'influence visual kei, autant dans le style, autant dans la voix, dans ma manière de chanter, dans tout ça. Et quand je me suis rendu compte, j'arrive début 2011, que le visual kei, c'est la fin déjà, là, j'ai pris ma petite claque. Je me suis dit, putain, merde, je suis arrivé trop tard. Ouais, je me suis dit, je suis arrivé trop tard, j'aurais dû venir 10 ans en avance, quoi. Bon, enfin, Je comprends très bien. voilà. Donc, j'ai pas mal vécu, mais j'ai été surpris de voir à quel point ouais, le visual kei, c'était déjà la fin quand je suis arrivé. Mais malgré tout, j'ai eu la chance de rencontrer tous les groupes que moi j'écoutais depuis que j'avais 10 ans. Je les ai rencontrés très tôt, surtout. J'ai eu la chance de les rencontrer au bout de quelques mois à peine après être arrivé au Japon. C'était fou. Genre, comme tout à l'heure, on parlait de l'Arc-en-Ciel. Moi, l'Arc-en-Ciel, c'est le groupe qui m'a donné envie de partir au Japon. Je pars au Japon 3 mois après. Je fais une soirée avec Ride. Ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, dans ma tête, et en plus, à la même soirée, pour drop des noms comme ça, il y avait le chanteur de Acid Black Cherry, anciennement chanteur aussi de Jeanne d'Arc. Il y avait Daigo, je ne sais pas si vous connaissez Daigo, chanteur de Breakers. Il y avait qui? Il y avait Tegoshi Yuya, un des membres de News, des Janis. Il y avait le papa de Michael Jackson. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ma life? Je débarque au Japon le jour du tremblement de terre, je finis à la rue. Un mois après, je suis devant toutes les stars que j'écoute depuis que je suis gamin. Et il m'est arrivé tellement de trucs à ce moment-là, je savais. Et tu vois, toutes ces choses-là, j'étais tellement dans l'euphorie que j'ai pas eu le temps de me dire ouais, le Japon a changé. Je le voyais, mais je vivais tellement des trucs de fou que ça va. Je l'ai pas mal vécu. Ok. Il y a plusieurs choses. Déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi, personnellement, ma vision de ça, c'est que je lutte un petit peu contre ça. Moi, ça fait bientôt 14 ans, comme je dis, que je vis là-bas. Je veux pas me poser en mode je sais tout, quoi que ce soit. Au contraire, moi, j'essaie toujours d'avoir un discours modéré. Je suis quelqu'un qui est très dans tout ce qui est esprit critique, tout ça de manière générale, hein, au sens large du terme. Donc, je suis quelqu'un qui essaie toujours de voir la réalité des choses, etc., et de poser mon propos. Quand j'ai une idée, j'essaie de voir si c'est pas une idée reçue, j'essaie de voir à quel point c'est vrai ou pas. Et c'est ce message-là que j'essaie de transmettre dans mes vidéos aussi. Donc, j'essaie au maximum, je suis pas parfait, mais de donner une vision réaliste du Japon. Et le souci, c'est que YouTube, c'est concurrentiel. Quand on sort une vidéo YouTube, on a littéralement tous les autres YouTubeurs qui sont face à nous. C'est-à-dire que si tu sors une vidéo le dimanche à 14h, tous les autres gens qui sortent une vidéo dimanche, sur le fil YouTube, ils sont littéralement en concurrence avec toi. Ce qui fait qu'on doit jouer, malheureusement, avec les règles du jeu de YouTube. Et le fait est qu'on est des êtres humains et que chez les êtres humains, il y a quelque chose qui s'appelle le biais de négativité et que les choses négatives nous attirent plus que les choses positives. Donc si tu dis, tu fais une vidéo, le Japon c'est trop cool, et à côté tu as les pires trucs du Japon, et ben malheureusement tu vas avoir 70% qui vont cliquer sur les mauvais trucs du Japon et seulement 30% qui vont aller voir les trucs cool. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui, au niveau des stats, au bout d'un moment, ont compris que casser un petit peu le côté idéalisé du Japon qu'il y a eu pendant toutes ces années, parce qu'on a suridéalisé le Japon pendant longtemps, ça faisait des vues. Donc forcément, il y a eu une espèce de trend du « on doit casser le Japon ». Et tout le monde est un petit peu rentré dedans. Même Louis, c'est le premier à le dire, qu'il a suivi cette trend-là et qu'aujourd'hui, il essaie d'être plus modéré parce qu'il se rend compte qu'il a été très fort à un moment. TF, pareil. Et c'est vrai qu'il y a eu, à partir de 2017-2018, un petit peu ce mouvement du tout le monde adore le Japon, mais on va vous montrer le côté sombre du Japon, tu vois. Donc, il y a eu cette trend-là. J'ai l'impression que ça retombe un peu maintenant, que les gens essayent d'être plus modérés. Et c'est ce que moi, j'apprécie, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye aussi de... Comment dire ? Quand je parle un petit peu aux autres, j'essaie de justement les amener à être un peu plus modérés sur certains propos, tout ça, parce que malheureusement, le gros souci que je vois à ça, et j'en parle souvent, c'est que le buzz amène le buzz et qu'aujourd'hui, on en arrive à un niveau encore plus problématique où des gens disent des choses fausses sur le Japon pour faire des vues. Ça, on le voit surtout sur le contenu court, sur le contenu vertical.
Et c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes parce que souvent, c'est des gens qui ont une énorme communauté. C'est des gens qui vont avoir des 200, 300, 400, 500 000 followers, qui vont faire des vidéos, qui vont faire des millions de vues, des choses qui vont se repartager en masse parce que pareil, la négativité, ça se repartage beaucoup plus que la positivité. Et ils vont commencer à dire des choses fausses parce qu'ils savent que ça va se repartager. Le problème, c'est que ça crée des idées reçues chez les gens. Et qui débunk les idées reçues derrière, c'est nous. Et c'est chiant parce que forcément, il y a beaucoup plus d'idées reçues qui se propagent que... comment on appelle ça, c'est une loi qui existe, hein, c'est la loi de Brandolini, ça s'appelle. La loi de Brandolini, c'est beaucoup plus simple de créer des fake news que de les débunker. Ce qui fait que les fake news, elles vont toujours plus se partager que nous, en fait, on aura de temps et d'énergie pour pouvoir les débunker. Je suis désolé, c'est extrêmement long, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, moi, ce que j'essaie de faire avec ma chaîne, dans tous les cas, c'est au maximum d'essayer de donner une vision réaliste par rapport au vécu que j'ai, par rapport à ce que j'ai pu voir. Et quand je ne connais pas suffisamment un sujet, j'essaie de me renseigner un maximum pour donner au maximum quelque chose de suffisamment modéré pour que les gens puissent se faire leur propre idée derrière. Et j'invite vraiment tous les gens qui font des vidéos sur le Japon à souffler un coup et puis à essayer de suivre peut-être cette trend, parce qu'on aime tous le Japon, dans ses bons, dans ses mauvais côtés. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et je pense que ça mérite qu'on en parle bien, plutôt qu'on essaye juste de surfer sur le buzz derrière. Mais bon, c'est très cool de l'avoir cette année dans tous les cas. Sache que t'es assis sur la chaise qu'il était assis. Oh là là. Chaise, donc, incroyable. Je la prends en repartant. Is it really the end? Is it really the end? Bah écoutez, j'espère à tous que vous avez passé une excellente Japan Expo. J'espère pouvoir vous recroiser sur les prochaines éditions. Je serai certainement là. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Et puis bah écoutez, encore une fois, merci à tous pour le soutien que vous me donnez depuis 3 ans. Je vous fais des énormes bisous et je suis impatient de vous rencontrer. À bientôt.